Après un accident, j'ai perdu la mémoire pendant quelques jours. Pendant que j'étais encore à l'hôpital, mon mari a chuchoté à quelqu'un au téléphone « Je suis enfin libre, mon amour. Elle ne se souvient de rien. » Mais j'ai tout entendu. Je n'ai simplement pas compris sur le moment. Je ne me souvenais même pas de qui était cet homme dans ma chambre. Mais 67 heures plus tard, tout a changé. Avant de continuer, laissez déjà votre like, dites dans les commentaires d'où vous écoutez et partagez cette vidéo. Elle est fascinante. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. J'essayais de bouger les doigts. Ils répondirent. J'essayais de bouger les lèvres, sèches, craquelées, comme du papier froissé. J'essayais de me souvenir de mon prénom. Rien. C'était comme essayer de tenir de l'eau dans les mains. Plus je forçais, plus ça glissait entre les doigts. Il y avait des fragments épars, des couleurs sans contexte, l'odeur de lavande attachée à une image floue, une voix de femme qui chantait doucement dans une cuisine ensoleillée, un escalier en bois sombre qui montait vers quelque chose que je ne voyais pas. Mais rien ne s'assemblait. Rien ne formait une image complète. J'étais un puzzle éparpillé sur le sol et personne ne savait par quelle pièce commencer. Une infirmière entra, jeune, la trentaine, cheveux châtains attachés en chignon rapide, yeux marrons fatigués d'une double garde. Elle portait une blouse blanche légèrement froissée et tenait un carnet contre sa poitrine. Elle sourit en me voyant éveillé. Un sourire professionnel, entraîné, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne sus pas identifier sur le moment. Quelque chose qui ressemblait à de la vigilance. Pas la vigilance d'une soignante qui surveille un état de santé, une autre sorte de vigilance, celle de quelqu'un qui observe une situation depuis plusieurs jours et qui attend que quelque chose change. Elle s'approcha, vérifia les machines, nota quelque chose sur son carnet, puis posa la main sur le bord de mon lit et dit d'une voix douce et mesurée « Bonjour, madame. Vous êtes réveillée. Vous êtes à l'hôpital Lariboisière, à Paris. Vous avez eu un accident de voiture. Vous êtes restée inconsciente pendant 2 jours. Mais vous êtes en sécurité maintenant. » En sécurité. Je me souviens d'avoir fixé ce mot dans ma tête. En sécurité. Et de n'avoir rien ressenti en l'entendant. Ni soulagement, ni gratitude, ni la chaleur qu'on devrait ressentir en apprenant qu'on a survécu à quelque chose. Comme si ce mot appartenait à une langue que je devais encore réapprendre entièrement. Je voulus lui poser des questions. Je voulus lui demander mon nom, mon adresse, qui étaient les gens qui me connaissaient et où ils se trouvaient. Mais les mots s'entrechoquèrent dans ma gorge et aucun ne sortit. Seulement une larme, fine et chaude, qui coula du coin de mon œil vers l'oreiller blanc sans que je puisse l'arrêter. L'infirmière prit ma main avec délicatesse et la tint quelques secondes sans rien dire. Ce geste simple, ce contact humain dans cette chambre froide et étrangère, fut la première chose réelle que je ressentis depuis que j'avais ouvert les yeux. Quelque chose d'ancré, de présent. Elle s'appelait Lucie, comme je l'apprendrai plus tard. Et ce geste qui ne lui coûtait rien et qui me donnait tout, était déjà le premier signe de qui elle était vraiment. Puis la porte s'ouvrit, un homme entra. La soixantaine, cheveux gris soigneusement coiffés, costume sombre, sans cravate, chaussures cirées qui claquèrent légèrement sur le sol en linoléum. Il portait une expression qui tentait de paraître préoccupée, mais quelque chose dedans ne collait pas. Comme un acteur expérimenté qui connaît parfaitement son texte, mais dont le corps, lui, ne croit pas tout à fait à ce qu'il joue. Il traversa la chambre avec des pas assurés, des pas de quelqu'un qui connaît cet endroit, qui y a ses habitudes, qui n'a pas besoin de chercher où se trouve la chaise. Il approcha cette chaise, s'assit face à moi, prit ma main dans la sienne. Sa main était froide. Il me regarda avec des yeux sombres et profonds et dit d'une voix légèrement brisée avec exactement le dosage qu'il fallait, « Mon amour. » J'étais tellement inquiet. Je le regardais. Et je ne ressentis absolument rien. Aucune reconnaissance, aucune chaleur, aucun souvenir attaché à ce visage. Seulement cette main froide sur la mienne. Et cette odeur de parfum cher qui, pour une raison que je ne comprenais pas encore, me provoquait une légère et inexplicable nausée. Je souris timidement parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et il sourit en retour. Mais ses yeux ne souriaient pas. Ses yeux m'évaluaient. Avec une précision froide et méthodique, comme un expert qui examine une pièce avant d'en estimer la valeur marchande. Il resta quelques heures. Parla peu.
demanda si j'avais mal, si j'avais mangé, si l'équipe médicale me traitait correctement. Les bonnes questions. Les questions d'un mari inquiet, mais posées d'une façon mécanique, comme quelqu'un qui coche des cases sur une liste invisible qu'il a préparée avant d'entrer. Avant de partir, il dit qu'il devait passer un coup de téléphone dans le couloir. Il se leva, boutonna son veston avec soin et sortit. La porte ne se ferma pas complètement, et ce couloir long, avec son sol en linoléum et ses murs couleur crème, conduisait le son avec une clarté que personne n'avait prévue. Sa voix me parvint, basse mais parfaitement nette, traversant le silence de cette nuit d'hôpital. « Je suis enfin libre, mon amour. » Elle ne se souvient de rien. Une pause. Puis, « Non, non. Tout est sous contrôle. C'est juste une question de temps maintenant. » Une autre pause. Puis un rire doux, intime, le rire de quelqu'un qui célèbre quelque chose en privé. Mon cœur s'emballa violemment. Mais je ne bougeais pas, je n'ouvris pas les yeux. Je ne fis pas un seul bruit. Je restais immobile, les mains à plat sur le drap blanc, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir. Des pas légers, presque joyeux, les pas de quelqu'un qui quitte un chapitre qu'il considère déjà fermé. Je restais seule dans ce lit, dans cette chambre blanche, dans cette ville que je ne reconnaissais pas encore, avec un nom que je ne savais pas être le mien. Et je sus, avec une certitude qui me glaça plus profondément que tout le reste, que j'étais en danger, que cet homme planifiait quelque chose, et que la seule personne capable de l'arrêter était une femme allongée dans un lit d'hôpital, sans mémoire, sans passé accessible. Moi, mais ce que je ne savais pas encore cette nuit-là, c'est que Lucie avait vu quelque chose qu'elle n'avait pas encore osé me dire. Et quand elle me le dirait, je comprendrais que le danger était bien plus grand qu'une simple trahison. Le lendemain matin, il revint. Cette fois avec des fleurs. Des roses blanches, petites, encore fermées, encore froides de la fleuriste du rez-de-chaussée. Il les posa dans le vase près de la fenêtre avec un soin exagéré, ajustant les tiges une par une, comme si c'était la chose la plus importante du monde. Je l'observais en silence depuis mon lit. À la lumière du jour, il semblait différent, plus confiant, plus à l'aise dans cette chambre que moi-même. Il connaissait l'emplacement de l'armoire sans chercher. Il connaissait le nom de l'infirmière-chef. Il salua le médecin par son prénom dans le couloir en passant. Il appartenait à cet espace d'une façon que je ne pouvais pas encore appartenir à quoi que ce soit. Il tira la chaise, croisa les jambes et dit avec cette voix posée et légèrement condescendante : « Je sais que c'est difficile. Le médecin m'a tout expliqué. L'amnésie peut durer des jours, des semaines, parfois plus. Mais je suis là. Nous allons traverser ça ensemble. » Je le regardais. « Qui êtes-vous » demandai-je à voix basse. Il ouvrit un sourire calculé, avec juste la bonne dose de patience blessée, la patience d'un homme qui joue depuis longtemps un rôle qu'il maîtrise parfaitement. « Je suis ton mari, chérie, depuis 32 ans. » 32 ans. J'essayais d'imaginer 32 ans aux côtés de cet homme. J'essayais de trouver en moi une résonance, un écho de ce temps partagé. Rien. C'était comme s'il avait prononcé un chiffre quelconque, 40, 70, 100. Un nombre abstrait qui ne renvoyait à rien de vivant en moi. « Comment vous appelez-vous » demandai-je. « Alain » répondit-il sans hésiter. « Alain. Et toi, tu es Simone. Nous avons une maison à Neuilly-sur-Seine, un appartement à Bordeaux, et une vie dont tu vas te souvenir, avec le temps. » Simone. Je répétais ce prénom mentalement. J'essayais de le porter comme on essaie un vêtement pour voir s'il va, s'il correspond à quelque chose. Il ne correspondait à rien encore. Mais je ne dis rien, parce que la nuit précédente, dans l'obscurité de cette chambre, j'avais appris une chose essentielle, se taire, observer et attendre. Dans les jours qui suivirent, Alain apparaissait chaque après-midi, toujours impeccable, toujours avec une excuse soigneusement préparée pour ne pas rester trop longtemps, une réunion urgente, un engagement incontournable. Tu sais comment c'est, Simone, les affaires ne s'arrêtent pas. Mais je ne savais pas. Je ne savais rien de nos affaires, rien de notre vie, rien de ce que nous avions construit ensemble pendant ces 32 ans qu'il évoquait comme une évidence. Et lui le savait. Et cela semblait lui convenir parfaitement.
Il évitait de me toucher au-delà du strict nécessaire. Un baiser rapide sur le front à l'arrivée. La main serrant la mienne pendant exactement le bon temps, ni une seconde de plus. Comme quelqu'un qui respecte un protocole établi, qui remplit une obligation sans y mettre quoi que ce soit de réel. Quand je posais des questions sur notre maison, notre histoire, sur qui j'étais avant cet hôpital, il déviait avec une élégance qui trahissait une longue habitude de l'esquive. Ne force pas. Le médecin a dit de ne pas forcer. Ou bien, quand tu te souviendras, je te raconterai tout. Ou encore, repose-toi, chérie. Tu as besoin de repos. Et il y avait toujours une raison de clore le sujet avant qu'il devienne dangereux pour lui. Ce qui me perturbait le plus, cependant, n'était pas ce qu'il disait. C'était ce que faisaient ses yeux pendant qu'il parlait. Il m'évaluait, constamment, méthodiquement, comme un homme qui calcule ce qu'il reste à faire avant de pouvoir partir. Pas le regard d'un homme inquiet pour sa femme. Le regard d'un homme qui attend que quelque chose se termine. Un après-midi, je feignis de dormir pendant qu'il était assis sur la chaise. Il resta silencieux quelques minutes. Puis, sortit son téléphone de sa poche intérieure. Commença à taper avec les pouces, rapidement, avec l'aisance de quelqu'un qui a l'habitude d'écrire à cette personne. Et moi, entre les cils mi-clos, je vis le coin d'un sourire apparaître sur son visage. Un sourire qui n'était pas pour moi. Un sourire doux, presque tendre, qui appartenait à un autre monde. Un monde où je n'existais pas, ou du moins, un monde où il préférait largement se trouver. Ce soir-là, Lucie entra pour changer la perfusion. Alain était dans le couloir. Elle travailla en silence quelques instants, puis me regarda avec ses yeux marrons directs et dit très doucement : « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, madame ?» « Confuse, répondis-je honnêtement. Elle hocha lentement la tête, plia le sachet vide de la perfusion avec soin, et avant de sortir, s'arrêta sur le pas de la porte et dit, sans me regarder directement, « Madame a de très bons instincts. » Une pause courte, presque imperceptible. Il est important de leur faire confiance. Et elle sortit. Je restai à fixer la porte fermée pendant un long moment. Ces deux phrases simples contenaient quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, mais que je sentais avec la même certitude froide que j'avais ressentie la nuit où j'avais entendu la voix d'Alain dans le couloir. Elle savait quelque chose, et elle cherchait le bon moment pour me le dire. Ce soir-là, Alain arriva plus tôt que prévu. Il portait une serviette, épaisse, noire, visiblement lourde de documents. Il la posa sur la table de chevet avec une naturalité qui me glaça instantanément. « Nous devons régler quelques questions administratives, » dit-il en ouvrant la fermeture éclair avec des doigts précis et calmes. « Rien qui doive t'inquiéter, ce sont simplement des documents liés à notre patrimoine. Des formalités qui ont besoin de ta signature pour que je puisse gérer nos affaires pendant ta convalescence. » Il commença à poser les papiers, un par un, sur la couverture blanche de mon lit. Ils étaient nombreux, des contrats imprimés sur papier à en-tête épais, des pages de texte en petits caractères serrés, des colonnes de chiffres, des clauses et des sous-clauses qui s'enchaînaient sans fin. Et parmi tout cela, des chiffres qui, même dans un esprit fragmenté, sautaient aux yeux avec une violence silencieuse. 5 200 000 €, 12 750 000 €. Transfert de propriété, avenue Foch, Paris 16e, dissolution de participation sociétaire. Des sommes qui représentaient une vie entière de travail, disposées sur un couvre-lit d'hôpital comme s'il s'agissait de simples formulaires administratifs. Je repasserai demain pour les récupérer. À 15 heures précises, dit-il en posant un stylo doré à côté des papiers, avec le soin particulier de quelqu'un qui offre un cadeau empoisonné. Il resta encore quelques minutes. Parla de la météo, du froid persistant de Paris en mars, dit que le médecin était satisfait de l'évolution de mon état, puis se leva, ajusta son veston avec ce geste caractéristique que j'avais déjà appris à reconnaître, m'embrassa le front et s'en alla. La serviette resta, le stylo doré resta, et moi, je restai seule à fixer ces papiers éparpillés sur la couverture blanche, sentant avec une clarté que l'amnésie n'avait pas réussi à effacer que quelque chose d'irréparable se préparait si je ne faisais rien. C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit. C'était Lucie.
Elle entra, vit les documents sur le lit, vit le stylo doré posé dessus. Pendant une fraction de seconde, quelque chose traversa son visage. Pas de la surprise, de la reconnaissance. Comme si elle avait attendu ce moment depuis le début. Comme si tout ce qu'elle avait observé depuis mon admission la conduisait exactement ici, dans cette chambre, devant ses papiers. Elle ferma la porte derrière elle, marcha jusqu'au lit, et s'assit sur la chaise, non plus comme une infirmière en service, mais comme quelqu'un qui a pris une décision et qui a choisi son camp. Elle prit ma main dans les siennes. « Madame, » dit-elle à voix très basse, les yeux directement dans les miens, « s'il vous plaît, ne signez pas. » Il est parti satisfait, convaincu d'avoir tout prévu. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est produit qu'il n'avait jamais anticipé. Une révélation qui allait changer absolument tout ce que je croyais savoir sur cet accident. Je la regardais sans bouger, sans parler. Ces 3 mots flottaient dans l'air de la chambre comme une fumée qu'on ne peut pas dissiper. « Ne signez pas », dis avec une conviction telle que ma main, qui s'était approchée machinalement du stylo doré, s'arrêta net, comme retenue par quelque chose d'invisible et de ferme. « Comment ça ?» dis-je enfin. Ma voix était basse, presque un murmure. « Expliquez-moi. » Elle regarda vers la porte, s'assura qu'elle était bien fermée, puis se pencha légèrement vers moi et commença à parler. Doucement, rapidement, avec la précision de quelqu'un qui a réfléchi à ce moment depuis plusieurs jours et qui sait exactement ce qu'il doit dire, dans quel ordre et avec quels mots. Elle s'appelait Lucie, 6 ans dans ce service. Et depuis le premier jour de mon admission dans cette chambre, quelque chose chez cet homme l'avait mise profondément mal à l'aise. Au début, elle n'arrivait pas à nommer ce malaise. C'était une intuition, ce genre d'intuition que les années passées en salle de soins apprennent à cultiver et à ne jamais ignorer. Ce sens particulier qui distingue la vraie douleur de la performance. Alain ne souffrait pas. Il attendait. Il posait des questions au médecin d'une façon incorrecte, dit-elle, choisissant chaque mot avec soin. Il ne demandait pas si vous alliez vous rétablir. Il ne demandait pas si vous souffririez. Il demandait s'il y avait des risques de complications graves, si l'amnésie pouvait être permanente, s'il existait des cas où des patients dans cet état ne survivaient pas à leurs blessures. Je l'écoutais sans ciller. Quelque chose dans ma poitrine se resserrait lentement, comme un nœud qu'on tire par les 2 extrémités simultanément. Le 3e jour, continua-t-elle, je l'ai vu dans le hall d'entrée de l'hôpital. Il n'était pas seul, il y avait une femme avec lui. La quarantaine environ. Bien habillé, manteau beige, cheveux sombres, il parlait dans un coin à l'écart, près de la grande fenêtre de l'entrée. Elle marqua une pause. Quand il est parti, il a pris sa main. Ils sont sortis ensemble par la porte principale. Le silence s'installa quelques secondes dans la chambre. « Je sais que ce n'est pas mon rôle de juger la vie des gens, » dit Lucie. « Mais vous étiez dans un lit d'hôpital, avec des tubes reliés au bras, sans mémoire. Et lui était dans le hall en tenant la main d'une autre femme. Je ne dis rien. Il y avait une oppression dans ma poitrine que je ne savais pas nommer précisément. Ce n'était pas de la jalousie, parce que je ne me souvenais pas d'aimer cet homme. C'était quelque chose de plus primitif et de plus sombre. La perception brutale d'être jetable aux yeux de quelqu'un qui aurait dû être mon foyer. D'être un obstacle à éliminer plutôt qu'une personne à aimer. « Il y a autre chose, » dit-elle. Elle me raconta qu'elle avait entendu, à 2 occasions différentes, des fragments de conversations téléphoniques qu'Alain tenait dans le couloir de l'étage, ce couloir que j'avais appris moi-même à craindre. Des mots sur des transferts urgents, des délais à respecter, sur le fait de tout régler avant que je me souvienne de quoi que ce soit, sur partir, sur l'argent, sur des propriétés et des investissements à déplacer, sur le fait que c'était une question de jours maintenant, pas de semaines. « Partir où ?» demandai-je. « Je ne sais pas, » dit-elle. Mais il y avait dans sa voix une urgence particulière, comme si quelque chose se consumait rapidement et qu'il ne pouvait plus attendre. Je regardais les documents éparpillés sur la couverture blanche. Tout s'assemblait avec une logique glaciale. Ma mémoire pouvait revenir à n'importe quel moment. Et un contrat signé pendant que j'étais suffisamment lucide était juridiquement plus solide qu'un contrat signé quand je ne savais plus prononcer mon propre prénom.
Il avait besoin de ma signature maintenant, avant que je me souvienne, avant que je comprenne exactement ce que je cédais. Puis Lucie dit la chose la plus lourde, la plus froide, celle qu'elle avait gardée pour la fin, comme on garde le plus difficile pour le moment où on est certain que l'autre peut le recevoir sans s'effondrer. « Il y a 2 jours, dit-elle très doucement, la police est venue discrètement dans le service. 2 inspecteurs. Ils ont parlé avec le médecin responsable à huis clos. » Elle s'arrêta une seconde. « Ils enquêtent sur votre accident. Ils enquêtent. Les freins de votre voiture. » Elle prit une courte inspiration. L'expertise préliminaire a révélé des signes d'une manipulation intentionnelle du circuit hydraulique. La chambre sembla se rétrécir autour de moi. « Ils n'ont pas encore de conclusion définitive, » continua-t-elle rapidement. « L'enquête est en cours. Mais ils m'ont demandé d'observer et de noter tout ce qui me semblerait inhabituel dans le comportement des visiteurs. » Elle me regarda directement. « C'est pour ça que j'observe depuis le début. C'est pour ça que je suis ici ce soir. » Je regardais le stylo doré sur la couverture. Ce stylo qu'Alain avait posé avec tant de soin calculés. Ce stylo qui était la dernière pièce d'un plan élaboré bien avant cet hôpital, bien avant ce lit, bien avant que j'ouvre les yeux sans savoir qui j'étais. Un plan construit dans l'ombre par un homme qui souriait avec la bouche pendant que ses yeux calculaient froidement la suite. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et laissez un like, ça m'aide vraiment à continuer. Je respirais lentement et profondément. Et regardais Lucie avec une voix que je ne reconnus pas moi-même. Plus ferme, plus froide, plus entière que tout ce qui était sorti de moi depuis que je m'étais réveillée dans cette chambre blanche. « Lucie, dis-je, j'ai besoin de mon téléphone. » Elle se leva immédiatement, ouvrit l'armoire au fond de la chambre et en sortit un téléphone dont l'écran était fissuré en étoile dans le coin supérieur gauche, mais qui fonctionnait encore. Elle me le tendit avec les 2 mains. Je le pris. Ce petit rectangle de verre contenait une vie entière que je ne pouvais pas accéder par la mémoire. Mais peut-être pouvais-je l'atteindre autrement. Je fis glisser l'écran. Il demandait un code à 4 chiffres. J'essayais plusieurs combinaisons logiques. Aucune ne fonctionnait. Puis je regardais l'écran fissuré et remarquai quelque chose. Dans le coin, sous la fissure, une trace d'usure sur le verre, plus prononcée sur certaines touches que sur d'autres. Les chiffres les plus utilisés laissent toujours une marque. Je tapais la combinaison que ces traces suggéraient. Le téléphone s'ouvrit. Lucie et moi échangeâmes un regard silencieux. J'allais directement dans les contacts. Je cherchais un mot, un titre, quelque chose qui ressemblerait à une bouée dans ce naufrage. Et je trouvais, entre 2 noms que je ne reconnaissais pas encore, Maître Clément, personnel. « Appelle-le, dis-je à Lucie. Maintenant. » Elle prit le téléphone. Il était presque 22 heures. Elle appuya sur appel. La sonnerie retentit 2 fois seulement. Une voix grave, âgée, parfaitement éveillée malgré l'heure tardive, décrocha. Lucie expliqua brièvement où elle se trouvait, qui elle était et ce qui se passait. Il y eut un silence de l'autre côté. Pas un silence de surprise, un silence de quelqu'un qui écoute, évalue et décide. Puis cette voix dit avec une clarté absolue et sans hésitation « J'arrive, 40 minutes. » Il arriva en 38, un homme de 70 ans, cheveux entièrement blancs, lunettes à monture noire épaisse, manteau gris boutonné jusqu'en haut malgré l'intérieur chauffé de l'hôpital, serviette en cuir marron foncé, usée aux poignets avec la beauté particulière des objets qui ont servi chaque jour pendant des décennies. Il entra dans la chambre, referma la porte derrière lui sans bruit, me vit dans le lit, et quelque chose dans son regard, ce mélange précis de soulagement retenu et de fureur froide et contenue, me dit avec certitude qu'il me connaissait vraiment, qu'il y avait entre nous une histoire longue et solide. Il s'approcha du lit, prit ma main dans les siennes, des mains larges et chaudes, et dit simplement, avec une voix qui n'avait besoin d'aucun ornement pour être vraie, « Simone, je suis tellement soulagé que vous soyez vivante. » Et pour la première fois depuis que j'avais ouvert les yeux dans cette chambre blanche, sans savoir mon propre prénom, je sentis que quelqu'un dans cette pièce ne jouait aucun rôle. J'avais 24 heures, un téléphone à l'écran brisé, et un nom dans les contacts dont je ne savais pas encore si je pouvais lui faire confiance.
Mais c'était tout ce que j'avais, et il allait falloir que ça suffise. Il s'appelait Maître Clément. 50 ans de barreau, il me le dirait plus tard, avec la modestie tranquille de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver à personne depuis longtemps. Il posa sa serviette sur la chaise, retira son manteau et s'installa à côté de mon lit avec le naturel d'un homme qui a passé la moitié de sa vie dans des pièces difficiles, assis à côté de gens qui avaient peur et qui avaient besoin que quelqu'un reste calme à leur place. Lucie ferma la porte à clé depuis l'intérieur. Elle éteignit le plafonnier et alluma seulement la petite lampe de chevet, créant dans la chambre une lumière basse et confidentielle qui nous séparait du reste de l'hôpital. Par la fenêtre, Paris brillait dans le noir avec ses milliers de lumières froides et indifférentes. Le Sénat coulait quelque part là-dehors, invisible dans cette nuit de mars qui ne promettait rien. Maître Clément prit les documents qu'Alain avait laissés sur le lit. Il les feuilleta en silence, rapidement, avec cette lecture particulière de quelqu'un qui connaît chaque piège qu'un contrat peut dissimuler dans ses marges et ses sous-clauses. Ses doigts tournèrent les pages avec une précision mécanique. Son visage ne changeait pas, mais je voyais sa mâchoire se contracter légèrement à chaque nouvelle page, ce mouvement infime et presque imperceptible qui trahissait ce que sa voix refusait d'exprimer. Quand il eut terminé, il retira ses lunettes, les posa soigneusement sur ses genoux, frotta ses yeux du bout des doigts avec la lenteur d'un homme qui choisit ses mots avant de les prononcer. Puis il me regarda avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la colère froide et parfaitement contenue, la colère d'un homme juste placé face à quelque chose de profondément injuste. Cet homme, dit-il d'une voix parfaitement calme, a eu une audace que je n'ai rencontrée que très rarement en 50 ans de profession. Il posa les documents sur la table de chevet et les regarda un instant comme on regarde une arme. Ces contrats, signés tels quels, vous déposséderaient de la quasi-totalité de ce que vous avez construit pendant votre vie. Votre maison de Neuilly, l'appartement de Bordeaux, vos participations dans 3 sociétés, vos comptes d'investissement. Il marqua une pause brève. Il ne vous resterait rien du tout. Je l'écoutais sans broncher. Et quelque chose en moi, au lieu de s'effondrer sous le poids de ces mots, se solidifiait. Pas de la peur. Quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Comme si entendre l'étendue réelle de ce qu'on voulait me prendre réveillait quelque chose que l'amnésie avait temporairement recouvert, mais pas détruit. « Mais il a commis une erreur, » dit Maître Clément. « Laquelle ?» demandai-je. Il me regarda avec cette expression grave et directe. Il a sous-estimé qui vous êtes. Ces mots atterrirent dans la chambre avec un poids que je ne savais pas encore tout à fait mesurer. Mais je les reçus. Et quelque chose d'ancien et de solide, quelque chose qui n'appartenait pas à la mémoire mais au caractère, se redressa légèrement dans ce lit d'hôpital. Alors nous avons commencé à construire le plan. Tous les 3 dans cette chambre éclairée d'une seule lampe, pendant que Paris dormait dehors. La première étape fut confiée à Maître Clément. Il travailla pendant des heures, penché sur la table de chevet transformée en bureau improvisé. Ce qu'il préparait était un nouveau jeu de documents. Structurellement semblable à ceux d'Alain, même mise en page, même papier à en-tête, même séquence de clauses et de sous-clauses. Lucie avait apporté discrètement du matériel du poste infirmier, et Maître Clément travaillait avec la concentration totale d'un chirurgien. Mais le contenu de ces nouveaux documents était radicalement inversé. Chaque bien qu'Alain tentait de s'approprier revenait désormais à mon nom. Chaque investissement, chaque propriété, chaque participation sociétaire qui figurait à son nom se transférait vers Simone. Légalement. Irrévocablement. Il prit également soin de reproduire les petits adhésifs jaunes aux mêmes emplacements que dans les originaux d'Alain, aux mêmes pages, dans les mêmes marges, de sorte que quelqu'un qui feuillette rapidement en cherchant uniquement ses repères visuels ne remarque aucune différence. Un homme pressé, confiant, qui croit relire ce qu'il a lui-même préparé, ne lit pas. Il vérifie. Et pour vérifier, il cherche les repères qu'il connaît déjà. Puis, Maître Clément fit une chose que je n'avais pas anticipée et qui allait se révéler décisive. Il quitta la chambre discrètement pendant une 20aine de minutes. Quand il revint, il me dit calmement « J'ai parlé avec le médecin de garde.
Il va établir ce soir même un certificat écrit attestant que vous présentez toutes les capacités cognitives nécessaires à la validité d'un acte juridique, daté et signé cette nuit. Cela fermera définitivement la seule porte de sortie qu'Alain pourrait invoquer pour contester vos signatures. C'était la pièce manquante, celle qui rendait tout le reste inattaquable. Quand il me présenta les nouveaux documents pour que je les signe, ma main était ferme. D'une fermeté qui me surprit moi-même. Comme si signer ces pages réveillait quelque chose de musculaire et d'ancien en moi. Quelque chose qui savait depuis longtemps comment tenir un stylo avec autorité. La deuxième étape fut confiée à Lucie. À 3 heures du matin, elle prit mon téléphone et appela Alain. Voix professionnelle, urgente, le ton précis d'une infirmière qui réveille des proches en pleine nuit pour une mauvaise nouvelle. « Monsieur, je dois vous informer que votre épouse a fait une crise cette nuit. Les médecins demandent votre présence le plus tôt possible. » Nous retînmes notre souffle toutes les deux. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Pas une pause de quelqu'un qui se lève déjà en cherchant ses clés. Une pause de quelqu'un qui évalue, qui calcule si le déplacement est nécessaire ou non. Puis la voix d'Alain, légèrement irritée et ensommeillée, répondit « Elle est en danger de mort ?» Lucie me regarda. Je lui fis un signe de la tête. « C'est urgent, monsieur, » dit-elle simplement. « Très bien, je serai là tôt le matin. » Il raccrocha. Lucie posa le téléphone sur le lit entre nous. Nous restâmes silencieuses plusieurs secondes. Un homme qui aime sa femme n'évalue pas. Un homme qui aime sa femme ne demande pas si elle est en danger de mort avant de dire qu'il arrive. Un homme qui aime sa femme enfile son manteau pendant qu'il parle encore. Alain avait choisi de calculer puis de dormir. Ce choix confirmait avec une clarté définitive ce que je savais depuis la nuit où j'avais entendu sa voix dans le couloir. Il n'attendait pas ma guérison. Il attendait autre chose. Et cette nuit, il venait de le confirmer lui-même. La troisième étape appartint à nouveau à Maître Clément. Des appels brefs, discrets, passés à voix basse dans le couloir pendant que Lucie montait la garde. Des voix qui répondaient immédiatement malgré l'heure. Je ne connaissais pas encore ces personnes, mais elles connaissaient mon nom, et elles connaissaient Maître Clément, et cela suffisait largement. Au petit matin, quelque chose se mettait en place silencieusement en dehors de ces murs blancs. À 7 heures du matin, Maître Clément rangea ses affaires, remit son manteau et se leva. Il me regarda une dernière fois. « Reposez-vous jusqu'à 15 heures. Faites exactement ce dont nous avons convenu. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Laissez-le croire jusqu'au bout qu'il a gagné. » « Et s'il remarque quelque chose dans les documents ?» demandai-je. « Il ne remarquera rien ?» dit-il avec une certitude tranquille. Un homme convaincu d'avoir tout préparé lui-même ne relit pas ce qu'il croit connaître par cœur. L'arrogance est le pire ennemi de la prudence. Il boutonna son manteau. Alain va entrer dans cette chambre à 15 heures. Il va se croire victorieux. Et chaque pas qu'il fera vers ce lit sera un pas de plus à l'intérieur du piège qu'il a lui-même contribué à construire. Il ouvrit la porte, s'arrêta une seconde sur le seuil sans se retourner. « Dormez, Simone. Dans quelques heures, tout change. » Le plan était en place, les documents prêts. Mais il restait un détail que personne parmi nous n'avait prévu. Un seul détail, capable de tout faire s'effondrer en quelques secondes. Et il arriverait à 15 heures précises. Je ne dormis pas vraiment. Je somnolais par fragments courts et superficiels, ces petits sommeils où la conscience reste à fleur de peau et où le moindre bruit dans le couloir vous ramène immédiatement à la surface. Entre deux de ces fragments, des images traversaient l'obscurité de mes paupières fermées. Une cuisine à Neuilly avec de grandes fenêtres qui donnaient sur un jardin intérieur. Une table de salle à manger longue où je m'asseyais toujours à l'extrémité gauche. Un bureau inondé de lumière naturelle que je reconnus immédiatement comme le mien. Avec cette certitude instinctive qu'on a pour les espaces qu'on a habités si longtemps qu'ils font partie de soi. Des visages sans nom d'abord, puis des noms qui commençaient à chercher leur visage. Les pièces du puzzle bougeaient lentement, imperceptiblement, comme si quelque chose en moi cherchait à se reconstituer sans que je lui aie demandé. À 9 heures du matin, Lucie entra avec un plateau. Du café, du pain, un peu de confiture.
Elle le posa sur la table de chevet sans un mot, puis s'assit sur la chaise et me regarda manger en silence. Il y avait entre nous, depuis cette nuit, quelque chose de difficile à nommer avec précision. Pas encore de l'amitié, parce que l'amitié prend du temps et nous n'en avions pas eu, mais quelque chose de plus immédiat et de plus viscéral. La solidarité de deux personnes qui ont passé une nuit ensemble à construire quelque chose dans l'obscurité et qui savent maintenant ce que l'autre est capable de faire quand il le faut vraiment. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle finalement. « Lucide » répondis-je. Et c'était précisément vrai. D'une lucidité particulière, aiguisée paradoxalement par l'absence de mémoire, comme si le fait de ne pas porter le poids de toutes ces années me rendait étrangement et totalement disponible pour ce seul moment. Je ne portais pas le passé. Je portais uniquement ce matin, cette chambre, et ce qui allait se passer dans quelques heures. « Il sera là à 15 heures, dit-elle. « Je sais. » Elle hocha la tête, regarda ses mains posées à plat sur ses genoux, puis leva les yeux vers moi. « Madame, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que je fais, je ne le fais pas parce que c'est mon travail ou parce qu'on me l'a demandé. Je le fais parce que j'ai vu des choses dans ce couloir depuis votre admission que je ne pouvais pas ignorer en continuant simplement ma garde comme si de rien n'était. » Elle s'arrêta. Chercha ses mots avec soin. Laisser une femme seule face à ça, ce n'est simplement pas possible pour moi. Je la regardais. Cette femme jeune avec ses yeux fatigués de garde double et sa conviction tranquille et absolue qu'on ne peut pas rester silencieux devant certaines choses. Cette femme qui aurait pu fermer la porte ce soir-là, baisser la tête et décider que ce n'était pas son affaire. Qui aurait pu calculer les risques pour sa carrière et choisir le silence confortable de ceux qui regardent ailleurs? Elle n'avait pas regardé ailleurs. « Merci », dis-je simplement. Et dans ce mot, je mis tout ce que je n'avais pas encore les souvenirs nécessaires pour exprimer autrement. Les heures qui suivirent furent les plus longues que j'ai jamais vécues, ou du moins de la portion de vie dont je me souvenais encore. Le temps dans un hôpital a une texture particulière, épaisse et élastique à la fois, qui s'étire sur lui-même jusqu'à devenir presque insupportable. Je regardais Paris par la fenêtre. Le ciel gris de mars qui ne promettait rien. Les toits d'ardoise mouillés de la nuit. Un pigeon immobile sur le rebord de la fenêtre d'en face qui me regardait avec ses yeux ronds et parfaitement indifférent à tout ce qui se passait dans cette chambre. À midi, Maître Clément fit parvenir un message par l'intermédiaire de Lucie. 3 mots écrits sur un petit carton. « Tout est en place ». Je l'ai lu et fermai les yeux une seconde. « Tout est en place ». Ces 4 syllabes contenaient une nuit entière de travail méticuleux, 50 ans d'expérience juridique concentrée en quelques heures, des appels téléphoniques passés à des heures impossibles, des documents rédigés à la lumière d'une seule lampe de chevet pendant que Paris dormait de l'autre côté de cette fenêtre. À 13h30, je demandai à Lucie de m'aider à me coiffer. Elle parut légèrement surprise. Puis elle sourit, prit la brosse dans le tiroir de la table de chevet et m'aida à démêler et à coiffer mes cheveux blancs avec des gestes doux et précis. Je me regardais dans le petit miroir qu'elle me tendit. Une femme de 67 ans, les traits tirés par les jours d'hôpital, les yeux encore légèrement gonflés. Mais le regard était différent de celui que cette femme avait dû avoir les premiers jours, quand elle s'était réveillée sans savoir son propre prénom. Ce regard-là était direct, calme, absolument décidé. Je reconnus quelque chose dans ce regard. Je ne savais pas encore tout ce que j'avais traversé pour avoir ce regard-là. Mais je savais qu'il m'avait coûté quelque chose de réel, et que je ne le laisserais plus jamais appartenir à quelqu'un d'autre. À 14h45, les documents étaient organisés sur la table de chevet, empilés soigneusement avec les petits adhésifs jaunes reproduits aux bons emplacements, exactement comme Alain les avait disposés la veille. Le stylo doré reposait dessus. Son stylo. Celui qu'il avait apporté avec tant de soin calculés, comme on apporte l'instrument d'une signature qu'on attend depuis longtemps. Lucie se posta dans le couloir, sous prétexte de préparer un chariot de soins pour la tournée de l'après-midi. De là, elle pouvait voir simultanément la porte de ma chambre et l'entrée de l'étage. Nous avions convenu d'un signal simple. Si quelque chose changeait dans ce qu'elle observait,
Si Alain arrivait accompagné d'une façon inattendue, si quoi que ce soit semblait différent de ce que nous avions prévu, elle toquerait 2 fois rapidement sur le cadre de la porte en passant. Il n'y eut pas de signal. À 15h02, j'entendis les pas dans le couloir. Ces pas que je reconnaissais maintenant avec une précision que je n'aurais pas cru possible quelques jours plus tôt. Assuré, régulier, avec ce rythme légèrement allongé de quelqu'un qui marche vers quelque chose qu'il considère déjà acquis. Les pas d'un homme qui a calculé, planifié, patienté, et qui arrive enfin au moment de la récolte. Les pas d'un homme qui croit avoir gagné. La porte s'ouvrit. Alain entra, même costume sombre, même posture droite et contrôlée. Mais cette fois, il n'avait pas apporté de fleurs. Il n'y avait plus besoin de fleurs. Les fleurs étaient pour les jours où il fallait maintenir le rôle, où il fallait que tout paraisse normal et préoccupé et aimant. Aujourd'hui, il venait simplement récupérer ce qu'il croyait lui appartenir déjà. Il me salua d'un bref hochement de tête. Son regard alla directement à la table de chevet. Il vit les documents. Il vit le stylo doré posé dessus. Et quelque chose dans ses épaules, une tension qu'il portait depuis peut-être plusieurs jours, se relâcha imperceptiblement. « Tu as signé, dit-il. » Ce n'était pas une question, c'était une vérification. « J'ai signé, répondis-je. » Il s'approcha de la table, prit les documents, les feuilleta rapidement, cherchant les adhésifs jaunes, vérifiant que les signatures étaient bien présentes aux pages attendues. Tout était là, chaque page, chaque paraphe, exactement où il s'y attendait. Il respirait. Un soupir long et presque imperceptible qui était du soulagement pur et sans mélange. Puis, il prit le stylo doré dans sa main et commença à signer. J'ai entendu les pas dans le couloir, je les ai reconnus. C'était lui. Et j'ai compris à ce moment précis qu'il n'y avait plus qu'une seule chose qui pouvait encore tout faire échouer. Une seule, qu'il lise ce qu'il allait signer. Il ne lut pas une ligne, pas un paragraphe, pas une clause, pas un seul des chiffres qui figuraient pourtant en caractères bien visibles sur chacune des pages. Il tourna les feuilles avec la confiance absolue de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il signe, ou croit le savoir. Sa main se déplaçait de page en page avec une fluidité presque élégante, le stylo doré glissant sur le papier avec l'assurance particulière des gens habitués à signer des choses importantes sans avoir besoin de les lire. Chaque paraphe était net, précis, identique au précédent. La signature d'un homme qui a l'habitude d'avoir le contrôle sur tout ce qui l'entoure. Je l'observais en silence depuis mon lit. Je regardais ses mains froides qui avaient tenu les miennes les premiers jours, avec exactement la pression qu'il fallait pour paraître sincère. Ces mains qui avaient posé des roses blanches dans un vase avec un soin si minutieusement calculé. Ces mains qui avaient préparé, organisé, empilé des dizaines de pages destinées à me dépouiller de tout ce que j'avais construit pendant une vie entière. Ces mains qui signaient maintenant, page après page, sans lire un seul mot, avec ce sourire de coin qui apparaissait et disparaissait au rythme régulier de chaque paraphe. Quand il arriva à la dernière page, il la signa avec un léger floriture supplémentaire. Une touche finale. Le point mis avec satisfaction au bas d'une longue lettre qu'on est soulagé d'avoir enfin terminée. Il posa le stylo sur la table. Rassembla les documents avec des gestes soigneux. Les glissa dans sa serviette noire avec ce même soin exagéré qu'il avait mis à ajuster les roses blanches dans leur vase lors de sa première visite. Puis il referma la fermeture éclair lentement, presque tendrement, et se leva. Il boutonna son veston, regarda sa montre, et se tourna vers moi. Ce regard, je savais en le recevant que je le porterais longtemps, peut-être toujours. C'était le regard d'un homme qui croit avoir gagné et qui ne voit plus aucune raison de dissimuler ce qu'il a toujours pensé en réalité. Le masque tombait et ce qu'il y avait dessous était froid, tranchant, avec ce mépris particulier des personnes qui ont passé des années aux côtés de quelqu'un qu'elles considéraient comme un obstacle plutôt que comme un être humain. « Merci, Simone, » dit-il. Sa voix était douce, presque courtoise, la courtoisie vide de quelqu'un qui n'a plus besoin de rien de vous. Merci de m'avoir laissé libre. Une pause calculée. Et de t'être signé ta propre faillite,
Je ne dis rien. Je le regardais. « Adieu, vieille. » Il prononça ces 2 mots avec une légèreté qui était pire que n'importe quelle cruauté ouverte. Comme si me dire adieu était une simple formalité administrative, comme signer le dernier document d'un dossier qu'on classe définitivement avant de passer à autre chose. Que ta mémoire ne revienne jamais. Ce serait bien trop douloureux pour toi, crois-moi. Il se détourna, marcha vers la porte avec ses pas légers et presque joyeux que j'avais appris à reconnaître. Les pas de quelqu'un qui quitte une pièce pour ne plus jamais y revenir. Il atteignit la porte, posa la main sur la poignée et l'ouvrit. Et s'arrêta net. Le couloir devant lui n'était pas vide. Il y avait une femme, la quarantaine, manteau beige, cheveux sombres, le visage exactement tel que Lucie me l'avait décrit lors de cette nuit où tout avait commencé. Elle était là, à quelques mètres de la porte, attendant avec un sourire qui mourut instantanément sur ses lèvres quand elle vit ce qu'il y avait de chaque côté d'elle dans ce couloir. 2 hommes en costume sombre, discrets, immobiles, avec cette patience tranquille des personnes qui savent qu'elles n'ont aucune raison de se presser. Des badges de la police judiciaire sur le revers de leur veste. Et à côté d'eux, Maître Clément, avec sa serviette en cuir usé, ses lunettes sur le bout du nez, ses cheveux entièrement blancs et cette expression particulière que 50 ans de barreau lui avaient définitivement gravée sur le visage. Une expression qui ne jugeait pas, qui constatait. Avec la patience absolue de quelqu'un qui a tout son temps parce que le temps travaille entièrement pour lui. Alain regarda les inspecteurs, regarda Maître Clément, regarda à nouveau les inspecteurs. Et pour la première fois, depuis que je le connaissais, son visage perdit sa composition. Pas brutalement, progressivement. Comme un mur soigneusement construit qui commence à fissurer de l'intérieur, lentement, avant que tout s'effondre d'un coup. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il. Sa voix avait changé. Il n'y avait plus la suavité calculée et maîtrisée. Il y avait quelque chose de plus cru, de plus nu, la voix d'un homme qui voit ses calculs s'effondrer en temps réel sous ses yeux. L'un des inspecteurs s'avança d'un pas. « Monsieur, nous avons un mandat dans le cadre de l'enquête sur l'accident de votre épouse. L'expertise définitive du véhicule a confirmé ce matin une manipulation intentionnelle du système de freinage. Les caméras du parking souterrain de votre résidence à Neuilly-sur-Seine vous montrent à proximité immédiate du véhicule de votre épouse pendant 2h30, l'avant-veille de l'accident. Nous vous demandons de nous suivre pour être entendus. »« C'est absurde, » dit Alain. Sa voix tentait de retrouver sa fermeté habituelle, mais les mots sonnaient creux maintenant, comme une structure qui a perdu ses fondations. Je suis son mari. J'étais ici chaque jour à prendre soin d'elle. J'ai des documents signés de sa propre main, librement et en pleine conscience, qui établissent clairement nos arrangements patrimoniaux. Ces documents sont parfaitement valides et vous le constaterez. Maître Clément tendit la main. Simplement, sans un mot. Alain hésita une longue seconde, puis tendit la serviette noire. Maître Clément l'ouvrit, sortit les documents, et commença à lire à voix haute, avec cette lenteur délibérée et précise de quelqu'un qui veut que chaque mot soit entendu distinctement par chaque personne présente dans ce couloir. Ce que Maître Clément lisait n'était pas ce qu'Alain avait préparé. Les mots résonnaient dans le couloir avec une clarté implacable. Transfert de participation sociétaire d'Alain vers Simone. Cession de droit sur l'immeuble de l'avenue Foch au bénéfice exclusif de Simone. Dissolution des comptes joints avec solde intégralement reversé à Simone. Et en bas de chaque page, 2 signatures, la mienne et la sienne, nette, précise, avec ce léger floriture caractéristique du bas. Le visage d'Alain changea de couleur à mesure que les mots arrivaient. D'abord la confusion, puis l'incrédulité totale, puis quelque chose qui ressemblait à de la nausée. Il avait signé sans lire, avec la certitude absolue que ces documents étaient ceux qu'il avait lui-même préparés. Parce que pourquoi lirait-il ce qu'il croyait connaître par cœur? Cette certitude, cette arrogance tranquille de quelqu'un qui se croit toujours le plus intelligent dans la pièce, avait été la fissure dans laquelle tout s'était engouffré. La femme au manteau beige, qui avait compris depuis plusieurs secondes que la situation avait basculé bien avant son arrivée dans ce couloir, recula de quelques pas.
Mais le deuxième inspecteur s'était positionné naturellement de façon à rendre toute retraite impossible, sans en avoir l'air, avec ce talent particulier des gens entraînés à anticiper les mouvements des autres. Le silence dans le couloir dura 5, 6, 7 secondes. Puis Alain me regarda. J'étais assise dans mon lit, la porte grande ouverte, voyant et entendant tout depuis le début. Et il me regarda avec une expression que je n'avais encore jamais vue sur ce visage si longtemps habitué à contrôler chaque muscle, chaque inflexion, chaque silence. De la panique pure. « Toi, dit-il, tu ne te souvenais de rien. » Je le regardais sans bouger. « Je ne me souvenais pas de mon prénom, » répondis-je calmement. « Mais j'ai toujours su reconnaître le danger. » Il a pris le stylo et il a commencé à signer, page après page, sans lire, sans hésiter. Et j'ai dû mobiliser tout ce que j'avais pour ne laisser paraître aucun signe de ce qui était en train de se passer sous mes yeux. Les inspecteurs s'approchèrent d'Alain avec ses mouvements mesurés et professionnels qui n'avaient rien de dramatique et qui étaient, pour cette raison, encore plus définitifs que n'importe quel geste brusque. L'un d'eux lui posa la main sur l'épaule, doucement, avec la fermeté tranquille de quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix parce que l'autorité n'a pas besoin de volume pour exister. Alain se dégagea d'un mouvement sec. « Ne me touchez pas. » Sa voix avait retrouvé une partie de sa dureté, ce réflexe ancien de quelqu'un habitué à commander, habitué à ce que les choses plient devant lui sans résistance. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Ces documents sont invalides. Elle était dans un état altéré. Elle ne se souvenait de rien depuis son admission. Un contrat signé par quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés n'a strictement aucune valeur juridique. Et vous le savez parfaitement. » Maître Clément baissa lentement les documents qu'il tenait, retira ses lunettes et regarda Alain avec une expression qui n'était ni de la colère ni du mépris. C'était quelque chose de plus profond et de plus lourd. La tristesse particulière d'un homme qui a passé 50 ans à défendre des gens et qui se retrouve face à quelqu'un qui a délibérément choisi de détruire. « Vous soulevez un point juridique pertinent, » dit-il avec une calme absolue. Un contrat signé par une personne dont les facultés sont réellement altérées peut effectivement être contesté devant un tribunal. Une pause brève, parfaitement contrôlée. C'est précisément pour cette raison que j'ai demandé hier soir au médecin responsable du service d'établir par écrit, à 23h40, un certificat médical attestant que madame présentait toutes les capacités cognitives nécessaires à la pleine validité d'un acte juridique. Il rangea ses lunettes dans la poche de sa veste avec un geste lent. Ce certificat est daté, signé et versé au dossier. Les documents qu'elle a signés sont parfaitement valides devant la loi. Les vôtres le sont également. Alain ouvrit la bouche, la referma. Quelque chose traversa son regard avec une rapidité qui trahissait la panique intérieure, une succession de calculs, de portes qu'il essayait d'ouvrir mentalement et qui se fermaient l'une après l'autre avec une irrémédiable précision. Il se tourna vers les inspecteurs avec une nouvelle tentative. L'expertise du véhicule. Vous ne pouvez pas établir avec certitude qui a manipulé ces freins. Le parking de Neuilly est accessible à de nombreuses personnes. Le fait que ma voiture soit garée à proximité de la sienne ne prouve strictement rien. Le premier inspecteur sortit un document de sa propre serviette et le consulta brièvement avant de répondre. L'expertise définitive remise ce matin précise que la modification du circuit hydraulique a nécessité un outillage spécifique et une connaissance technique de ce modèle de véhicule particulier. Nous avons retrouvé dans le coffre de votre véhicule personnel un outil correspondant aux marques laissées sur le système de freinage. Il leva les yeux du document. Par ailleurs, votre téléphone portable a émis un signal depuis la borne relais la plus proche du parking souterrain pendant 2h22 l'avant-veille de l'accident. Le couloir était absolument silencieux. Lucie se tenait adossée contre le mur à quelques mètres, les bras croisés, les yeux fixés sur Alain avec une expression que je ne lui avais pas encore vue. Pas de la haine. Quelque chose de plus froid et de plus stable. La satisfaction tranquille de quelqu'un qui a observé, qui a agi et qui voit enfin la réalité, confirmer avec précision ce qu'il savait depuis le début. La femme au manteau beige n'avait pas dit un seul mot depuis son arrivée dans ce couloir. Elle se tenait à présent complètement immobile,
les yeux fixés sur le sol en linoléum, comme si l'invisibilité pouvait encore être une option. Le deuxième inspecteur se tourna vers elle. « Madame, nous allons également vous demander de nous accompagner. Nous aurons besoin de votre témoignage concernant vos échanges avec monsieur au cours des dernières semaines. » Elle releva les yeux, regarda Alain, et dans ce regard bref et silencieux, quelque chose passa entre eux qui ressemblait à de la trahison réciproque. Elle avait cru à quelque chose, à une promesse, à un avenir. Et elle comprenait maintenant, dans ce couloir d'hôpital sous les lumières fluorescentes, que tout ce à quoi elle avait cru avait été construit sur le mensonge de quelqu'un d'autre. Elle hocha la tête vers l'inspecteur. « Très bien. » Alain fit une dernière tentative. La voix avait changé encore une fois, descendant d'un registre, cherchant quelque chose qui ressemblait à de la raison, à du pragmatisme, à une sortie négociée. « Écoutez, il y a manifestement un malentendu considérable dans cette situation. Je suis prêt à discuter, à clarifier, à trouver un arrangement qui satisfasse tout le monde. Ces documents peuvent être annulés mutuellement. Nous pouvons revenir à la situation initiale. Je suis disposé à... » « Monsieur. » L'inspecteur fit un pas vers lui. La voix était neutre, définitive, sans hostilité, mais sans aucun espace pour la négociation. « Vous pouvez nous suivre volontairement ou nous pouvons procéder à une interpellation formelle. Le résultat est rigoureusement identique dans les deux cas. Le choix vous appartient entièrement. » Alain regarda à nouveau vers moi. Je ne sais pas avec certitude ce qu'il cherchait dans ce regard. Peut-être de la peur, peut-être un signe de faiblesse qui lui aurait permis de croire que quelque chose pouvait encore être retourné. Peut-être simplement la confirmation de ce qu'il n'arrivait pas encore à accepter. Il avait passé suffisamment de temps dans cette chambre à m'évaluer pour croire qu'il me connaissait, pour croire qu'il savait exactement jusqu'où j'irais et ce dont j'étais capable. Il avait eu tort depuis le premier jour. Je le regardais en silence, sans bouger, sans rien dire. Avec ce calme construit pendant une longue nuit de travail dans l'obscurité, ce calme qui n'était pas de l'indifférence, mais de la résolution absolue. Je le regardais avec les yeux d'une femme qui a failli tout perdre et qui a choisi, depuis un lit d'hôpital sans mémoire et sans passé accessible, de ne plus jamais laisser quelqu'un décider de ce qu'elle valait. Il détourna les yeux en premier. Ce détail minuscule, ce regard qui céda avant le mien dans ce couloir d'hôpital, valait à lui seul toutes les signatures, tous les documents inversés, toute la nuit de travail à la lumière d'une lampe de chevet. Il détourna les yeux parce qu'il n'y avait plus rien à chercher dans les miens, plus aucune faiblesse à exploiter, plus aucune confusion à manipuler. Les inspecteurs l'encadrèrent. Il marcha entre eux dans le couloir sans résistance physique, les épaules légèrement rentrées, cette posture droite et assurée, qui avait toujours été sa marque la plus visible, disparaissant centimètre par centimètre à chaque pas qu'il faisait en s'éloignant. La femme au manteau beige suivit le deuxième inspecteur en silence, sans regarder personne, les yeux fixés sur le sol. Maître Clément les regarda s'éloigner jusqu'au bout du couloir. Puis il se retourna lentement vers moi, toujours dans mon lit, toujours dans cette chambre blanche, et il sourit. Un sourire rare et discret, le sourire de quelqu'un qui ne sourit pas facilement, mais qui, quand il le fait pour de véritables raisons. Il entra dans la chambre, posa sa serviette, s'assit sur la chaise avec la lenteur mesurée d'un homme de 70 ans après une nuit entière sans sommeil, et dit simplement « C'est terminé pour ce soir. »« Pour ce soir seulement ?» demandai-je. « Le reste prendra du temps, » dit-il. L'instruction, les expertises complémentaires, les procédures, des mois, peut-être davantage. Il croisa les mains sur ses genoux. Mais le plus important est fait. Il ne peut plus vous atteindre d'aucune façon. Lucie entra à son tour. Elle s'arrêta sur le seuil, nous regarda tous les deux, et quelque chose dans toute sa posture se défit doucement, comme un fil trop longtemps maintenu tendu qui se relâche enfin après avoir tenu ce qu'il devait tenir. Je regardais ces deux personnes dans ma chambre. Cet homme vieux avec sa serviette usée et ses 50 ans de justice portés sur les épaules comme quelque chose de naturel. Cette femme jeune avec ses yeux fatigués de garde et sa conviction tranquille et inébranlable qu'on ne peut pas rester silencieux devant certaines choses. Deux personnes qui avaient choisi, sans calcul et sans garantie,
de ne pas regarder ailleurs quand c'était le moment de regarder en face. Dehors, Paris continuait sa vie. Les toits d'ardoise mouillés, le ciel gris de mars, le Sénat qui coulait sous ses ponts avec l'indifférence magnifique des choses qui existent depuis trop longtemps pour s'émouvoir des drames humains. Et dans cette chambre blanche au 4e étage de l'hôpital Lariboisière, quelque chose qui avait failli être entièrement détruit était encore debout. Il m'a regardé une dernière fois avant de disparaître dans le couloir. Et dans ce regard, il y avait quelque chose que je n'attendais pas. Quelque chose qui m'a troublé bien plus que la haine, bien plus que le mépris. Quelque chose que je mettrais longtemps à pouvoir nommer. La mémoire ne revint pas d'un seul coup. Elle revint comme la marée revient vers le rivage, en vagues successives, chacune arrivant un peu plus loin que la précédente, chacune laissant un peu plus de choses découvertes sur le sable. D'abord des images isolées, sans contexte ni explication. Une cuisine à Neuilly avec de grandes fenêtres qui donnaient sur un jardin intérieur planté de rosiers. Une table de salle à manger longue où je m'asseyais toujours à l'extrémité gauche, jamais à droite. Et je ne savais plus pourquoi cette habitude était née, mais elle était là, précise et certaine. Un bureau inondé de lumière naturelle que je reconnus immédiatement comme le mien, avec ses piles de dossiers organisés d'une façon qui n'était compréhensible que pour moi et qui pourtant me paraissait maintenant parfaitement logique. Puis vinrent les personnes. Des visages sans nom d'abord, des silhouettes qui gravitaient autour d'une vie que je reconstituais lentement. Puis des noms qui trouvèrent leur visage, un par un, avec cette satisfaction particulière des pièces qui s'emboîtent après une longue résistance. Des collègues, des amis anciens que les années avaient éloignés sans vraiment effacer. Une sœur qui s'appelait Marguerite et qui vivait à Lyon, et qui, quand je l'appelais un mercredi après-midi depuis ma chambre d'hôpital, pleura tellement au téléphone que je dus lui demander doucement de s'arrêter parce que ses larmes provoquaient les miennes, et pleurer me faisait encore mal aux côtes. Puis vinrent les souvenirs d'Alain. Pas les derniers, pas les pires, les premiers. Un homme différent de celui que j'avais vu entrer dans cette chambre avec ses roses blanches calculées et ses yeux qui évaluaient. Plus jeune, plus léger, qui riait facilement et avait cette habitude touchante de danser seul dans la cuisine le dimanche matin quand il croyait que je ne regardais pas. Un homme qui m'avait aimé, à sa façon, à un moment de notre vie commune qui était resté quelque part en arrière sur une route que je n'arrivais plus à localiser précisément. Et cette partie du retour de la mémoire fut, d'une façon étrange et inattendue, la plus difficile à traverser. Pas la trahison, pas la cupidité froide et méthodique, pas les documents, ni les freins manipulés, ni la femme au manteau beige dans le hall de l'hôpital. La partie la plus difficile fut de me souvenir de ce qu'il avait été avant de devenir ce qu'il était, et de comprendre que les deux choses étaient vraies en même temps, que le même homme pouvait avoir été les deux, que la vie ne se divise pas proprement en périodes claires, avec des frontières nettes et des explications qui satisfont entièrement. Certaines choses restent sans réponse définitive, et il faut apprendre à vivre avec cette absence de réponse sans qu'elle vous consume. Je quittais l'hôpital un matin du début du mois d'avril. Le soleil de Paris à cette époque a une qualité très particulière. Ce n'est pas le soleil glorieux et généreux de l'été, c'est un soleil timide qui demande la permission, qui éclaire les choses sans vraiment les réchauffer encore, qui pose une lumière dorée et légère sur les façades haussmanniennes comme une promesse qu'il n'est pas tout à fait prêt à tenir. Mais ce matin-là, quand je sortis par les portes automatiques de l'hôpital Lariboisière avec un sac léger à la main et ce ciel gris-bleu au-dessus de moi, ce soleil timide me parut suffisant. Plus que suffisant. Je m'arrêtai un instant sur le trottoir. Respirais l'air de Paris, cet air particulier qui sent la pierre mouillée et le café chaud et quelque chose d'indéfinissable qui n'appartient qu'à cette ville et à nulle autre. Les voitures passaient. Les gens marchaient avec cette hâte caractéristique des Parisiens qui ont toujours quelque part où aller. Un enfant courait sur le trottoir d'en face pendant que sa mère essayait de le rattraper en riant. La vie continuait avec cette indifférence bienveillante qu'elle a toujours pour les drames individuels, cette façon qu'a le monde de continuer de tourner pendant que certaines personnes traversent les moments les plus difficiles de leur existence. Je rentrais chez moi. Plusieurs semaines plus tard,
Quand la poussière fut suffisamment retombée et que j'eus retrouvé assez de solidité pour faire ce que je voulais faire depuis le moment où j'avais quitté cet hôpital, je retournai aux Lariboisières. Lucie était en début de garde. Je la trouvais au poste de soins infirmiers, en uniforme, les cheveux châtains attachés en chignon rapide de la même façon que la première nuit. Elle me vit entrer dans le couloir et resta complètement immobile pendant une seconde entière, comme quelqu'un qui n'est pas certain que ce qu'il voit est réel ou que sa mémoire lui joue un tour. Puis elle posa ce qu'elle tenait et s'avança vers moi. Nous allâmes dans la petite salle de repos de l'infirmerie. Nous bûmes un café mauvais de distributeur, ce café qui n'existe que dans les hôpitaux et les gares et qui a le goût de toutes les heures difficiles qu'on y a passées. Et je lui racontais les semaines écoulées depuis ma sortie. L'instruction judiciaire en cours, les expertises complémentaires, la façon dont Alain, confronté à l'accumulation méthodique des preuves, avait progressivement cessé de nier pour commencer à négocier, ce mouvement caractéristique des gens qui comprennent enfin que la partie est définitivement perdue et qui cherchent uniquement à limiter les conséquences. Elle écouta tout sans m'interrompre une seule fois. Avec cette attention totale et silencieuse qui était sa façon naturelle d'être présente pour les autres. Quand je terminai, je sortis une enveloppe de mon sac et la posai sur la petite table entre nous. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ouvrez. » Elle l'ouvrit lentement, avec précaution, comme on ouvre quelque chose dont on pressent qu'il contient plus que ce que l'enveloppe laisse deviner. Elle en sortit un document, le lut attentivement, le relut, puis leva les yeux vers moi avec une expression que je ne lui avais encore jamais vue, une expression entièrement débarrassée de la vigilance professionnelle et de la retenue du service. Une expression ouverte, nue, complètement surprise. C'était un acte de transfert de propriété. Un appartement de 2 pièces dans le 11e arrondissement de Paris, avec une fenêtre principale qui donnait sur une petite place plantée d'arbres centenaires et un marché ouvert les samedis et mercredis matins. « Je ne peux pas accepter ça », dit-elle immédiatement. Sa voix était ferme, mais il y avait quelque chose de tremblant tout au fond. « Vous pouvez, et vous allez le faire. »« Madame, Lucie. » Je pris ses mains sur la table, comme elle avait pris les miennes cette nuit-là dans cette chambre blanche quand tout aurait pu basculer dans le mauvais sens. Vous auriez pu fermer la porte ce soir-là. Vous auriez pu décider que ce n'était pas votre affaire, que c'était trop compliqué, trop risqué, trop en dehors de tout ce qu'on vous demandait de faire. Je serrai ses mains légèrement. Vous avez choisi autrement. Ce que je vous donne ce soir n'est pas une dette que je règle. C'est la reconnaissance de qui vous êtes. Elle resta silencieuse un long moment. Regarda par la fenêtre de la petite salle de repos le patio intérieur de l'hôpital, ce rectangle de ciel gris avec son banc en métal et son pot de fleurs décoloré que le soleil d'avril commençait à peine à atteindre. Puis elle hocha la tête, une seule fois, lentement. Et je vis quelque chose se détendre dans ses épaules, comme si elle acceptait non seulement l'appartement, mais quelque chose de plus grand. La permission d'être reconnue pour ce qu'elle avait fait. Le lendemain, je me rendis au cabinet de Maître Clément. Il me reçut comme il m'avait toujours reçu avant tout cela. Je le savais maintenant que ma mémoire était entièrement revenue. Debout derrière son bureau, la main tendue, les lunettes sur le bout du nez, son bureau était exactement tel que je m'en souvenais. Des livres partout, du sol au plafond sur 3 des 4 murs, des dossiers empilés selon un ordre apparent qui n'était compréhensible que pour lui seul. Une fenêtre qui donnait sur les toits du 6e arrondissement, sous ce même soleil d'avril qui semblait décider, ce jour-là, à tenir enfin sa promesse. Je posais sur son bureau la proposition que j'avais préparée pendant plusieurs jours, réécrite 3 fois avant d'être satisfaite de chaque mot. Une participation sociétaire formelle et permanente dans l'entreprise que j'avais construite pendant 20 ans. Pas une gratification ponctuelle, pas un bonus généreux qu'on verse et qu'on oublie. Une part réelle, enregistrée, inscrite dans les statuts, le genre de reconnaissance qui ne se dissout pas avec le temps et qui dit clairement que certaines personnes entrent dans votre vie et en changent la direction pour toujours. Il prit le document, le lut entièrement, chaque ligne, chaque clause, contrairement à certaines personnes que nous connaissions tous les deux désormais très bien. Retira ses lunettes, me regarda.
Vous savez que je l'aurais fait de toute façon, dit-il, sans rien en échange. Vous le savez parfaitement. Je sais, répondis-je. C'est exactement pour ça. Il y a une chose que ces jours d'hôpital m'ont apprise. Ces jours où j'étais une femme allongée dans un lit blanc, sans savoir son propre prénom, sans passé accessible, sans certitude d'aucune sorte sur rien. Une chose que je n'aurais peut-être jamais apprise avec cette clarté-là si les choses s'étaient passées autrement. La mémoire peut défaillir. Le corps peut trahir. La confiance peut être brisée de façon qu'on n'imaginait pas possible par des personnes qu'on croyait connaître. Mais il y a des choses qui demeurent même quand tout le reste s'en va. L'instinct de survivre. La capacité de reconnaître la sincérité quand elle se présente, même au milieu du mensonge. Et la certitude tranquille et inabalable que le bien pratiqué sans calcul, sans attente de retour, le bien fait à 3 heures du matin par une jeune femme qui aurait pu regarder ailleurs et qui n'a pas regardé ailleurs, ce bien-là a un poids réel et permanent dans le monde. Un poids que rien ne peut effacer, ni les documents, ni les stylos dorés, ni les plans construits patiemment dans l'ombre par des gens qui ont oublié ce que vaut une vie humaine. Je m'appelle Simone. J'ai 67 ans. J'ai survécu. Et je me souviens de tout. Et c'est là que j'ai compris la seule chose qui comptait vraiment. Ce n'était pas la victoire. Ce n'était pas la justice. C'était ce que 2 personnes avaient choisi de faire une nuit de mars à Paris, quand elles auraient pu choisir de ne rien faire du tout.